Donc, bonsoir à tous. Bienvenue en fait à cet événement spécial. Ce soir, en fait, c'est la première d'une série d'événements durant lesquels je vais vous présenter des professionnels et des praticiens en approche complémentaire. Donc, vous allez voir, une sélection assez variée au cours des prochains mois. Tous des collaborateurs au blog de Vitali. Je me suis dit que ce serait une très bonne idée de vous présenter les individus derrière les textes puis de vous faire connaître en même temps la pratique en fait de ces gens-là. Donc deux choses, qu'on en apprenne un peu plus sur la personne, mais aussi sur sa passion, sur sa pratique, et vous permettre de poser des questions même sur la pratique si vous êtes curieux de savoir des choses que vous n'avez jamais eu l'occasion de demander. Parce que souvent, bon, les professionnels, on a peur de les déranger, on a peur de poser des questions, mais sachez que là, il va être là pour ça, en fait. Il va être là pour vous. Donc, Stéphane s'est fait le plaisir d'être le premier à briser la glace cet automne. Donc, vous allez voir au courant de l'automne, portez attention, dans les courriels de rappel que vous recevez, même pour l'événement, vous avez la liste des autres événements qui s'en viennent. Donc, vous allez voir, on va avoir un pharmacien, un naturopathe, un médecin, une psychologue, une autre psychologue, et un kinésiologue qui est spécialisé en médecine fonctionnelle. Donc, ceci dit, sans plus tarder, ce qu'on va faire ce soir, en fait, c'est que je vais m'entretenir avec Stéphane en lui posant des questions. On a déjà des questions qu'on a convenues ensemble parce que Stéphane avait eu déjà la bonne idée d'écrire un texte sur lui-même, son parcours, dans le but d'éclairer un peu les gens sur ce que les gens étaient curieux de demander à un psychologue par rapport à sa pratique. Donc, vous allez voir, ça va être un exercice vraiment délicieux qu'on va faire ensemble, là. Bon, pour ceux et celles peut-être qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Éric Simard, je suis le président de l'entreprise Idon Technologies qui commercialise des produits Vitali. Je suis aussi président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis l'auteur de 4 livres sur la longévité en santé. Je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire à l'origine, donc de découvertes importantes avec l'Université Concordia. Et je collabore à plusieurs revues, en fait, médias comme expert en longévité en santé. Donc, ceci dit, sans plus tarder, Stéphane, tu es prêt? Oui. En fait, en partant avant tout, je peux peut-être te demander de nous dire un mot sur toi-même, là, avant même que je te pose les premières questions, juste te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Stéphane Mignot, je suis psychologue, je travaille à Québec. Depuis, mon Dieu, j'ai une pratique privée depuis 2004 et puis avec mon chapeau de psychologue, j'offre quelques services de la consultation individuelle, principalement auprès d'adultes. J'offre aussi j'anime des conférences, 15 à 20 par année, des fois le plus depuis les derniers mois, des conférences dans le but de prévenir les problèmes de santé psychologique. Parce que quand les gens viennent dans mon bureau, on est plus en mode traitement. En conférence, là, c'est plus de la prévention. Et là, je fournis des trucs, des astuces, des conseils pratiques. Alors, les conférences, et puis j'anime aussi de la formation pour des professionnels de la santé mentale depuis 2010 au Québec, à l'occasion au Nouveau-Brunswick, et je suis allé une fois en Ontario. Puis, j'offre de la supervision clinique à des professionnels de la santé mentale, psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, psychoéducateurs, psychothérapeutes. Ça fait pas mal le résumé de ce que je fais là, actuellement. Ah, bien, merci beaucoup. En fait, Stéphane a été un des premiers collaborateurs au blog de Vitali. Mon idée initialement, vous savez, j'ai fondé une entreprise qui fait de la recherche de pointe dans le domaine de la longévité cellulaire. Mon idée était d'écrire des livres et de fournir de l'information sur toutes les facettes des saines habitudes de vie associées au vieillissement, y compris la question de la santé mentale. Et donc, j'avais demandé justement à Stéphane initialement de se joindre à nous pour écrire des textes en santé mentale et entre autres sur la santé émotionnelle, bon, sur différentes facettes sur le blog de Vitali. On est maintenant à plus de 25 collaborateurs au blog de Vitali, ça fait que je vous invite à en prendre connaissance. C'est vitali.ca, il y a un onglet blog. Donc, Stéphane, pour commencer, les questions en fait de ton texte, un prix tel quel. Est-ce que j'ai déjà souffert d'un problème de santé psychologique? C'est vrai que c'est intéressant de savoir, les psychologues, est-ce qu'ils en ont des problèmes eux autres aussi? Bon, ben, c'est ça. Il peut y avoir des psychologues qui peuvent avoir un malaise à en parler, puis décider, soit un malaise ou pour des raisons cliniques, décider de ne pas divulguer ce genre d'informations-là. Moi, j'ai décidé de le faire parce que, ce n'est pas quelque chose qui est actuel. Tu sais, si actuellement je vivais quelque chose de difficile dans ma vie personnelle, je n'en parlerai pas sur les réseaux sociaux. Par contre,
ce que j'ai vécu dans le passé, je me sens à l'aise d'en parler. Donc oui, à la fin des années 90, j'ai vécu de l'anxiété, un épuisement. Je constate que j'ai touché pas mal le fond du béret à ce moment-là. Fait que j'ai fait de l'anxiété, c'était très inconfortable. Et puis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Ça a été de principalement avoir un meilleur équilibre dans les sphères de vie, ce qui veut dire consacrer un peu moins de temps aux études. Donc, ce n'était pas de négliger les études, mais vois-tu, première année d'université, j'étais à 5 cours par session. C'est du sport, je vais t'avouer. Alors, les 2 années suivantes, j'étais à 4 cours. J'ai pris des cours d'été, donc j'avais un horaire qui était beaucoup plus confortable, si on veut. Plus, et là, j'ai intégré l'activité physique. Écoute, autant aujourd'hui, je suis vendu à l'activité physique qu'au cégep puis au début de l'université, je n'en faisais pas de sport, très peu. Très peu. Et là, j'ai intégré l'activité physique. C'est rentré dans ma routine. Et c'est un outil de rétablissement et c'est un outil aujourd'hui de prévention. Alors, même quand je suis très occupé, ce n'est pas là-dessus que je coupe du tout. Je vais couper ailleurs, mais pas sur l'activité physique. Ah, c'est super intéressant, en fait, Stéphane, parce que j'ai parlé, moi aussi, ouvertement, en fait, de problèmes de stress, d'anxiété. Je suis quelqu'un d'anxieux, fondamentalement. Puis on sait aujourd'hui, même d'un point de vue biologique, qu'il y a des gens qui vont être anxieux dû à des paramètres épigénétiques qui ont été inscrits avant même notre naissance, en fait. Si nos parents étaient très anxieux, c'est biologique, c'est dû au fait que ça va être un caractère de prévention qui va être donné aux jeunes dans des populations, par exemple, qui vont vivre dans un secteur où il y a beaucoup de prédateurs. Les jeunes vont faire beaucoup d'anxiété à la naissance, mais ça va les rendre très prudents, ça va augmenter le taux de survie. C'est intéressant, d'un point de vue biologique. Une fonction adaptative. C'est ça, mais pour nous autres, chez l'humain, ça ne sert à rien. Sauf que si on apprend à se connaître, on peut savoir justement qu'on va être plus enclin à faire de l'anxiété, à faire du stress, à développer des trucs, des techniques. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de raconter, c'est que moi, j'ai vécu complètement le contraire. Pour une raison que tu vas comprendre qui est assez simple. C'est que quand moi, j'étais jeune, je travaillais sur la ferme. Là, puis je m'entraînais en même temps. Ça fait que je travaillais 8-10 heures sur la ferme, puis je m'entraînais genre 2 heures par jour chez nous. C'était vraiment, là, écoute, j'étais une machine. Je suis arrivé au cégep, là. J'ai battu le champion régional de triathlon en course à pied aux 10 km. Puis moi, je ne faisais pas de course à pied. Ça te donne une idée à quel point j'étais en forme. C'était incroyable. Ouf. Ouais, puis je me suis entraîné tout le temps de mon baccalauréat. Puis par la suite, là, j'ai commencé à travailler. Puis au fil des années, j'ai commencé à me rendre compte que je faisais de l'anxiété, mais je faisais beaucoup moins d'activité physique. Ah, OK. Ou presque plus, finalement. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup plus. Puis effectivement, je me suis rendu compte que c'est un outil extraordinaire pour l'anxiété, pour réduire le stress, l'anxiété, puis même aider pour l'insomnie. Puis moi, je m'en ai fait même on peut s'en servir comme un élément de motivation. Moi, je suis quelqu'un d'intense qui va aimer. Moi, courir, je ne suis pas capable de courir tranquillement. C'est un problème. Je vais essayer de courir rapidement. Ça me prend beaucoup d'intensité. Je vais y mettre beaucoup de force. Puis, ça fait que je vais me motiver aussi par les choses qui me frustrent ou les choses qui me stressent ou les choses qui me dérangent. Puis, je te dirais que c'est un élément de motivation pour faire de l'activité physique. L'activité physique nous aide à baisser le niveau d'énergie, finalement, qui va réduire le stress, qui va nous permettre d'être plus détendus. Exact. C'est intéressant. Ça fait que dans le fond, j'ai vécu un peu la même chose que toi, mais après, quand j'ai arrêté de faire de l'activité physique. Effectivement, on est mieux de continuer. Oui, puis on n'est pas obligé de consacrer 2 heures par jour. Moi, des fois, 20, 30 minutes, puis en 2 rendez-vous, là. Oui, tout à fait. Puis on peut essayer en fait, il faut faire des choses qui nous plaisent. C'est ça. Moi, ça dépend des saisons. Je vais faire un peu de course à pied, mais je ne cours pas nécessairement longtemps non plus. Je vais faire quelque chose de très intense, mais pas longtemps. Parce que c'est ça que je préfère. L'été, je vais faire des longueurs en piscine. Effectivement, ce n'est pas obligé. En fait, d'un point de vue biologique, on sait même que l'activité physique, c'est plus l'intensité qui serait importante que la durée de temps. Oui. Le marqueur qu'on doit surveiller, c'est l'augmentation de notre fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. À la minute qu'on a une augmentation, c'est déjà bénéfique. Oui, tu vois, David Servan-Schreiber, dans le début des années 2000, donnait comme repère aux gens, idéalement, il faudrait que vous soyez capable de parler, mais pas de chanter. Ah oui, c'est intéressant. Parce que si vous êtes capable de chanter, c'est parce que le rythme n'est pas assez rapide. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Moi, je dis plutôt d'aller marcher avec quelqu'un qui parle trop, puis de marcher assez vite qu'elle ait de la difficulté à parler.
Ça ressemble à ça, oui. Ça fait une pierre deux coups. Ouais. Donc, deuxième question. Pourquoi suis-je devenu psychologue? Ah, ça, c'est intéressant. Oui, écoutez, l'idée germait dans mon esprit en secondaire 3. Ça vient de loin, là. Ce qui est arrivé, c'est il faut reculer une année en arrière. En secondaire 2, il y avait une fille dans ma classe qui était une première de classe, qui avait toujours des bonnes notes. Puis là, on se retrouve en secondaire 3. Elle est avec moi dans le cours de mathématiques. Et là, on passe le premier examen de la session. Puis là, elle est assise à côté de moi. Puis j'aperçois sa note. Et puis, je m'aperçois qu'elle avait eu comme quelque chose comme 65 70 ce qui était inhabituel comme note chez elle. Fait que j'ai osé, comme je la connaissais, j'ai osé lui parler de la situation, de mon observation. Puis c'est là qu'elle m'a raconté que ses parents venaient de se séparer, que ça n'allait pas bien, elle vivait chez sa mère, puis qu'elle ne s'entendait pas bien avec sa mère, puis que son frère lui tombait ses nerfs. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience d'entrer dans l'univers d'une personne. Et c'est là que l'idée m'est venue, tout simplement. Et elle le sait peut-être, je pense qu'elle ne le sait pas, mais c'est en bonne partie à cause d'elle que j'ai décidé de devenir psychologue. Ah oui, puis elle ne le sait pas, en fait. Tu ne lui as jamais dit. Je pense que je n'ai pas eu l'occasion de lui dire parce qu'à partir, après le cégep, on s'est perdu de vue. Et puis, c'est après le cégep que je suis allé en psychologie. Fait que voilà. Moi, j'avais fait mes études collégiales en sciences de la nature parce que c'était quand même aussi dans mes plans de peut-être m'en aller en sciences de la santé. Puis, quand c'était le temps de faire un choix, j'ai vraiment hésité entre plusieurs options. Finalement, j'ai choisi la psychologie. Ah, oui. Fantastique. Mm-hmm. Intéressant. Ben, moi, moi aussi, j'ai été très, très hésitant pendant mes études graduées. Moi, je voulais faire mon doctorat. Je voulais aller du Mm-hmm. côté de la biologie pour une question de passion du monde vivant, de façon générale. C'est que j'ai hésité entre les biotechnologies, le côté de la santé, en fait, puis tout le côté environnemental. J'ai même longtemps fait aller, jusqu'à ma maîtrise, je me suis impliqué dans les deux secteurs en étant indécis encore de ce que j'allais faire. Pour le Ah, doctorat, j'étais obligé de faire un choix, là. J'ai coupé vers la santé, les biotechnologies. J'avais une proposition du ministère de l'Environnement d'aller étudier les rivières à saumon sur l'île d'Anticosti. oh, Ouais. J'ai mis l'environnement de côté, je suis allé vers le côté de la santé, les biotechnologies. Ouais, un doctorat en génie génétique. Ouais. Et en fait, je veux juste dire aux gens qui étaient, tous ceux et celles qui étaient avec nous, là, si vous avez des questions, posez-les soit dans la boîte à discussion ou dans la boîte à questions. Si c'est des questions qui ne portent pas exactement sur ce qu'on est en train de mentionner, qui sont plus d'ordre général, on va attendre à la fin avant d'y revenir. Si c'est des éléments sur les facettes qu'on est en train de parler actuellement, on va je vais tout simplement les prendre au fur et à mesure. On avait une mention justement de M. Berthoud. D'ailleurs, je suis totalement d'accord pour avoir déjà couru 7 fois le full marathon. hmm. Il y a une raison physiologique, hein. Je pense que tu la connais probablement déjà, Stéphane, la raison physiologique du lien entre l'activité physique et la réduction du stress. C'est qu'en fait, le stress est supposé nous aider à soit combattre ou soit fuir. Biologiquement parlant, c'est un des deux, en fait. Hein. Oui. C'est l'homme des cavernes qui croise l'ours des cavernes. Mm-hmm. Soit tu vas fuir, soit tu vas te battre. Là. Et pour ce faire, on va mobiliser une grosse quantité d'énergie. Exact. Si on ne la dépense pas, l'énergie qui a été mobilisée en question, d'un, ça va créer du stress, de l'anxiété, ça va entretenir en fait le sentiment de stress, d'anxiété. Et de deux, on va la stocker, cette énergie-là. C'est pour ça, c'est entre autres en partie pour ça que le stress fait prendre du poids. Fait que de la dépenser, de un, va Mm-hmm. éviter un désordre métabolique, hein, et de deux, va faire rebaisser le stress, tout simplement. Hein? Intéressant. Tout à fait. Donc oui, si on continue, en fait, la troisième question, Mm-hmm. ai-je déjà fait moi-même une psychothérapie à titre de client? Oui, ben oui. Écoute, en 2001, c'est un cadeau que je me suis fait, puis je vois ça vraiment comme un cadeau et sûrement j'ai envie de dire, un des meilleurs investissements de ma vie. Là. Tu sais, j'ai investi dans une maison, une voiture, là, dans plein de choses. Et puis, je considère que c'est un des très bons investissements, dans le sens que ça m'a aidé à améliorer ma santé émotionnelle, à diminuer mon anxiété. Ça aussi, ça a été un ingrédient important. Là. Tu sais, oui, les saines habitudes de vie, mais ça,
ça fait une différence. Alors, moi, c'est sûr que c'est le genre de choses que que je recommande aux gens s'ils vivent d'anxiété, dépression, phobie, stress post-traumatique aussi. Stress post-traumatique. D'ailleurs, beaucoup de difficultés qu'on vit aujourd'hui, des fois, ça découle indirectement de traumatismes ou d'expériences qui ont été mal vécues, mal intégrées, alors que de pouvoir revenir sur ces événements-là, les revisiter, les digérer, ça peut faire une différence dans un parcours de vie. Ah, ben, merci de le mentionner. Mais je sais aussi, par exemple, que pendant cette psychothérapie-là aussi, ça t'a ouvert sur des pratiques que tu as mis en application par la suite dans ta pratique à toi. Hein? Tu parlais dans le contexte. Oui, bon, est-ce que tu peux te souviens-tu de comment j'avais. Je ne sais pas à quel élément tu fais référence. Ben, je pense que c'était entre autres la question du mouvement des yeux, le mouvement oculaire, là, le IMO. Ah oui, ben, en fait, c'est ça, c'est que étant conscient que de l'impact d'événements du passé sur notre présent, ben, c'est sûr que je suis très à l'affût, j'ai toujours été à l'affût des approches qui nous permettent d'intégrer, de digérer des événements du passé, des méthodes nouvelles, différentes, et qui permettent de travailler en profondeur ce travail-là sur des souvenirs négatifs et récurrents. Alors, ça m'a amené en 2004 à intégrer dans ma pratique l'intégration par les mouvements oculaires, qui est une méthode quand même avant-gardiste pour travailler des souvenirs traumatiques. Donc, une méthode au cours de laquelle le client doit suivre les doigts du thérapeute. On lui fait faire des mouvements oculaires dans certaines directions et ça facilite le rappel de l'événement traumatique, mais aussi son intégration. Autrement dit, sa digestion. Ah, c'est intéressant. Assez quand même avant-gardiste, mais je constate que c'est très efficace auprès de la clientèle. Et tu continues à l'utiliser. Oui, 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 c'est une des méthodes principales. Quand les gens ont des symptômes de stress post-traumatique ou des séquelles d'événements du passé, des événements qui n'ont pas été digérés, souvent, c'est mon outil numéro un. Mais c'est intéressant aussi ce que tu as mentionné de t'être fait un cadeau. C'est que Mhm. en te payant toi-même une psychothérapie, écoute, ça, c'est un élément que j'ai entendu vraiment souvent. Des amis à moi qui m'ont dit justement, je me suis fait un cadeau extraordinaire. Mhm. J'ai des séances avec mon psy, blablabla. Puis à l'occasion, c'est drôle, en fait. Des fois, par hasard, je le connais, je la connais. Oui, oui. Mais, mais oui, en fait, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça veut dire que c'est un élément qui est très, très positif dans la vie de quelqu'un habituellement. Oui, oui. Puis, c'est sûr que ça se peut que vous ayez, les gens, essayé un psy, deux psys, trois psys, parce qu'il y a tellement d'approches variées. Puis ça se peut qu'il y ait des approches qui nous conviennent moins que d'autres. Alors, si jamais votre thérapie précédente n'a pas été fructueuse, découragez-vous pas parce qu'il existe d'autres approches, là. Puis chaque psychologue a aussi sa personnalité. Alors, ça se peut que ça n'ait pas fité avec un, mais que ça fitte avec l'autre, là. On a un commentaire aussi. On a quelqu'un qui Oui. dit le problème avec moi, c'est que les gens pensent que je suis toujours stressé alors que c'est la manifestation de mon TDAH. Ah, L'apparence de stress, je trouve ça drôle. Je vais te laisser par la suite justement commenter oui, oui, oui. Je veux juste mentionner une chose, c'est que quand on parle de stress et d'anxiété, là, il nous vient souvent à l'esprit l'image de la personne qui est stressée, qui est Mhm. survoltée, qui est nan. Les gens qui me connaissent n'ont pas l'impression non plus que je suis quelqu'un d'anxieux nécessairement. Je n'ai pas l'air de Mhm. quelqu'un inquiet. Je suis relativement confiant de moi. Tu comprends? Mais, mais ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut rien dire, en fait. Moi, ce que je vis comme anxiété, c'est des pensées récurrentes, des sentiments, en fait, que j'ai comme une boule sur l'estomac. Tu sais, je Mhm. ne me sens pas bien, comme si j'avais l'impression qu'il va m'arriver quelque chose de pas correct, même s'il m'arrive rien. C'est plate, non? C'est drôle à dire, mais il y a des moments, des périodes. Des fois, je sais c'est dû à quoi, et des fois, je ne le sais pas. C'est quand Mhm. même assez étrange. Fait que ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir aucune apparence de stress, puis avoir des problèmes d'anxiété pareils ou des problèmes de stress. Moi, je vois les deux de façon différente. Oui, c'est ça. Les gens, chez les gens introvertis, ça ne paraît pas nécessairement. C'est quand ils nous parlent de ce qu'ils vivent qu'on le découvre. Je me souviens d'un client introverti, très, très calme. Et c'est quelqu'un qui vivait beaucoup d'anxiété, mais ça apparaissait pas du tout, mais pas du tout. Hmm. Le lien avec le TDAH, ben, c'est sûr qu'on. Bon, en fait, de ça, je pense que ça dépend aussi des gens, là, parce que je crois que moi aussi, j'ai une forte tendance
avoir un déficit d'attention. Là. Je suis très, très à l'aise à faire 40 affaires en même temps. Je ne suis pas à l'aise à en payer qu'une. J'ai appris à vivre avec. J'en ai fait un outil intéressant finalement. Hein. Mhm. On vit tous et chacun avec nos avantages et nos inconvénients. Exact. J'ai un commentaire de Mme Grondin qui dit J'adore le IMO. Quelle merveilleuse technique. Et on a donc Lydie, Patricia. Oui, c'est vrai, souvent c'est un stress qui se manifeste du point de vue physique avec une multiplication de pathologies comme ulcères, migraines. Oui, c'est aussi ça arrive, hein, malheureusement. Mm. Effectivement, des fois, il y a des choses qui vont suivre, ou le sommeil, ou bon, puis il y a des choses qui peuvent apparaître après beaucoup de temps aussi. On néglige encore Ouais, aujourd'hui l'impact des fois du stress chronique en santé humaine. Là, on en vit beaucoup à cause de la pandémie. Là. tout à fait. Hum. Donc, revenons en fait à nos moutons. Si je n'avais pas été psychologue, quel autre travail aurais-je aimé faire? Écoute, ma mère qui m'a vu grandir, qui m'a regardé aller, elle était convaincue que j'allais me diriger dans le domaine de l'enseignement, que j'allais être prof, peut-être. Je ne savais pas quel niveau, mais que j'allais être prof parce qu'elle me voyait aider mon frère dans ses devoirs. Puis, des fois, des camarades de classe, quand il y a des aspects que je comprenais bien, ben, j'expliquais, je donnais un coup de main, tout ça. Finalement, ce n'est pas du tout dans ce secteur-là. Je me suis dirigé, c'est la psychologie, mais on ne peut pas, comment dire, c'est difficile de garder à l'écart une passion, un intérêt. Et finalement, je suis revenu un peu vers l'enseignement, mais par les conférences. Alors, j'ai commencé une pratique privée en 2004, puis ça n'a pas été long. En 2005, j'ai commencé à créer des conférences. Puis en 2010, à donner de la formation à des professionnels de la santé mentale. Fait que c'est ma façon d'enseigner. C'est sûr, ce n'est pas à des enfants, ce n'est pas à des ados, mais c'est une forme d'enseignement quelque part, de communication, on transmet en fait des connaissances. Puis, fait que je me compte chanceux de pouvoir satisfaire deux intérêts, la psychologie et l'enseignement, en quelque sorte. Ah, fantastique. Effectivement, c'est fort intéressant. Puis, sais-tu, moi, tout à l'heure, j'expliquais euh, que moi aussi, j'ai des problèmes de stress, d'anxiété. Un élément intéressant là, qui, je dirais, qui m'a frappé dernièrement, puis j'en ai parlé sur LinkedIn. Je pense que tu as vu même le texte que j'ai écrit qui Je ne me souviens pas. mentionnait qu'on n'est pas obligé de respecter l'apparence de ce pourquoi on semble être destiné ou ne pas être destiné. Je vais m'expliquer. Mhm. Quand j'étais au baccalauréat, les professeurs, ça va me rester imprégné longtemps. Les professeurs trouvaient que j'avais beaucoup de leadership, en fait, puis que j'avais de la drive. Fait que, ils organisaient Mhm. un événement une année, puis ils m'ont demandé de l'animer. OK. Mais en fait, j'avais parlé devant les gens, là, ça me gelait. Puis Mhm. je venais tout en sueur. Tu sais, écoute, j'avais de la difficulté, mais j'aimais ça. Puis je me disais qu'il fallait que je le fasse, en fait. C'est que je me suis forcé à le faire. Durant mon baccalauréat, puis les années qui ont suivi, en fait, là, parce que je me disais que Mhm. c'est quelque chose que je voulais faire, qui m'intéressait beaucoup et que j'allais m'améliorer, puis j'allais passer par-dessus, en fait, le Mhm. fait. Mais j'aurais pu me dire à l'époque que je n'étais pas fait pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais tu t'es donné des défis, tu t'es exposé, puis à force de s'exposer, ben, on dirait que ta peur a diminué, tu as gagné en confiance et tu es, récompensé dans le sens que tu peux donner des conférences aujourd'hui puis partager des connaissances. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas penser, justement, il ne faut pas s'arrêter à l'idée qu'on n'est pas fait pour quelque chose. Non, C'est pas vrai, ça. tout à fait d'accord. C'est bon. Quel est mon auteur préféré en psychologie? Moi, je suis un amateur des génies oubliés des années 70. C'est bizarre, hein? Mais dans beaucoup de livres que j'ai lus, ben, j'ai lu des livres récents, là, des années 2000, 2010 et tout récemment, mais certains auteurs des années 70, à la fois en nutrition, mais aussi et en psychologie, parce que la nutrition, c'est un sujet que je trouve passionnant, mais en psychologie, c'est un psychologue des années très connu des années 70, c'est Arthur Janov. Janov, Janov. C'était, dans les années 70, la vedette en psychologie, auteur de best-sellers. C'était ouais, vraiment carrément une vedette. Et bon, je veux dire, moi, à cette époque-là, je veux dire, je ne connaissais pas Jana, mais je suis né à la fin des années 70.
Puis c'est quelqu'un, un de mes amis, qui m'a fait découvrir cet auteur-là au début des années 2000. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, très intéressant, instructif, et ça a teinté ma façon d'analyser les difficultés des clients, puis de faire des liens avec leur passé, puis de trouver des pistes, trouver des racines de leurs difficultés, puis travailler sur ces racines-là. OK, c'est ça. Mais son approche qui te fascine est basée sur sa façon qu'il a de trouver justement les racines de la problématique ou Bien, moi, je n'applique pas sa méthode en tant que telle, sa méthode de thérapie, mais ses livres m'ont éveillé à vraiment l'impact des événements du passé sur les difficultés actuelles. Mais lui, dans cette période-là, ce qu'il avait développé comme méthode, on pourrait dire que c'est une approche psychocorporelle. Alors, les gens arrivaient en thérapie et ils étaient beaucoup invités à porter attention à leurs sensations physiques, à leurs émotions, rester beaucoup en contact avec le corps, finalement. Et en accueillant ce qui était là comme émotion, comme ressenti, des fois, ou pour ne pas dire souvent, retrouvaient des souvenirs du passé où s'est installée cette émotion-là ou ce ressenti physique-là. Retrouvaient le souvenir du passé et libéraient l'émotion en lien avec l'événement. Et là, après ça, après coup, les clients et le thérapeute constataient à quel point ça débloquait des choses chez le client, ça débloquait des problèmes qu'ils avaient des fois depuis des années. Tout ce travail-là de nettoyage, si on veut, émotionnel. En tout cas, si j'avais à résumer, c'est sûr, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais grosso modo, c'était une approche qu'on pourrait dire psychocorporelle. Ah, OK, c'est intéressant. Écoute, mais dirais-tu, parce que c'est tu sais, c'est. Moi, dans le domaine de la biologie, écoute, depuis genre le début de mon doctorat à aller aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé, ça évolue tellement rapidement. C'est que moi, je suis arrivé dans l'ère du bioinformatique. Hein. Et écoute, à l'époque, j'étais en génie génétique. Fait que toute l'analyse des séquences d'ADN, et etc., là, la structure 3 dimensions des enzymes, quand j'ai commencé mon doctorat, on avait un super ordinateur qui pouvait calculer pendant une journée pour nous donner la structure tridimensionnelle d'une protéine. Quand j'ai fini mon doctorat, on faisait ça en ligne avec un logiciel qui était fourni par NCBI aux États-Unis. Là, ça prenait comme ça. C'était incroyable. Complètement fou. La vitesse à laquelle ça a évolué. Mais il y a beaucoup de concepts qui ont changé. Dirais-tu que la psychologie, ça évolue rapidement aussi ou ça évolue pas très vite? Comment tu vois ça? Oui, ben écoute, il y a eu... je dois dire, je n'aurais pas aimé pratiquer la psychologie il y a 40 ans ou il y a 50 ans parce qu'il n'y avait pas les méthodes qu'on a aujourd'hui. Puis les méthodes nouvelles, je les trouve drôlement intéressantes, novatrices en fait. Puis je dirais qu'il y a eu quand même... Bon, je nommerai pas toutes les approches qui existent, là, puis les techniques, les thérapies, mais si j'avais à faire un survol là, des étapes, des approches nouvelles, je dirais en 1989, la méthode EMDR avec des mouvements oculaires rapides, EMDR. En 89 est apparue la méthode IMO, intégration par mouvement oculaire, qui ressemble un petit peu à l'EMDR. Ensuite, mon Dieu, autre découverte, voyez-vous, en début de l'an 2000, la méthode ICV, intégration du cycle de la vie, une méthode avant-gardiste où là, le thérapeute va lire des souvenirs signaux de l'histoire de vie du client, mais très rapidement. Et là, le client revoit le fil de sa vie. C'est le thérapeute qui lit les souvenirs, là, puis repasse plusieurs fois pendant une rencontre son histoire de vie, rapidement. C'est sûr que le protocole est plus complexe que ça, là, mais c'est comme l'ingrédient principal et ça amène des changements thérapeutiques, étonnamment. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article sur la méthode ICV. L'article est dans mon blog. Les gens pourront aller voir là, sur mon site Internet. Intégration du cycle de la vie. Ensuite, il y a quelques années à peine, la méthode Brunet, où là, on peut travailler un traumatisme à l'aide de l'exposition et d'un médicament. Mais ce n'est pas un médicament qu'on prend l'année longue, c'est le propanolol, l'Indéral. Les gens prennent ce médicament-là avant d'aller voir le thérapeute. C'est 6 rencontres. Ils vont lire le récit du trauma
à chaque séance, mais sous l'effet du propranolol. Et au fil des séances, le souvenir perd de sa charge émotionnelle. Et elle a rendu à la séance numéro 6, en général, à cette dernière lecture du récit traumatique sous l'effet du propranolol, bien, les gens vont dire, ben, j'ai l'impression de lire une histoire triste qui est arrivée à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, ça permet de se désensibiliser, d'intégrer l'événement, puis de s'en libérer. Donc, ça s'appelle la méthode Brunet. Et c'est un Québécois qui a développé ça. Ah oui. Et donc, ta réponse, c'est oui, ça évolue. Oui, ça a évolué. Puis à chaque fois, à chaque apparition de méthode, je me disais, qu'est-ce qui va apparaître comme nouvelle technique, une nouvelle patente, mais pas dans le sens négatif, là. Et c'est très surprenant, les nouveautés, des méthodes différentes qui donnent des résultats des fois semblables dans le traitement, exemple, du stress post-traumatique. Ah, écoute, c'est intéressant. Mm-hmm. Donc, en fait, si on continue, la 7e question. Puis, en fait, ton adresse, parce que tu viens de parler de ton blog, de ton site Internet. Ton site Internet, c'est stéphanemignot.com. Exact, oui. Ça, et pour le blog, /blog, B-L-O-G. Ah, c'est bon. Bon, ben on peut le trouver facilement sur le site, je sais. Il y a quand même beaucoup de contenu aussi sur ton blog. Mm-hmm. Et tu avais parlé aussi dans la question 6, là, les livres de Jana, tu avais même mentionné des titres en particulier, Le corps se souvient, Prisonnier de la souffrance, La biologie de l'amour et L'amour et l'enfant. Oui. Ouais, intéressant. Mm-hmm. La question 7. À quoi ressemble une journée typique d'un psychologue? Oui, alors je vais y répondre. Écoutez, en termes de nombre d'heures de consultation, ça va varier d'un thérapeute à l'autre. Je dirais ça varie entre 3-4 clients par jour jusqu'à 8 consultations par jour. Ça dépend des thérapeutes. Moi, j'ai fait le choix de voir pas plus que 4 clients par jour. Là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mon Dieu, mais ce n'est pas beaucoup. Premièrement, ça demande une attention soutenue. Alors, on ne peut pas être à moitié attentif pendant une consultation. Ça prend une attention soutenue, d'une part. Puis aussi, une consultation, oui, ça dure traditionnellement 1 heure, mais il y a des traitements qui exigent 1 heure et quart. Puis des fois, 1 heure et demie, ça dépend quelle méthode et sur quoi on travaille. Alors, si j'ai 4 clients par jour et que je fais des séances d'1 heure et quart, bien, on atteint facilement 5 heures de consultation. Et là, après ça, il faut compter le temps pour la rédaction de notes de dossier, la rédaction de rapport. Pour ma part, c'est 3-4 clients par jour, mais l'avant-midi, je ne vois pas de clients ou très peu de clients. Je les vois plus l'après-midi et le soir. J'aime ça le soir de la consultation, ce qui est un petit peu étonnant, parce que beaucoup de mes collègues n'aiment pas ça le soir, ils préfèrent le jour. Moi, j'aime ça voir au moins un ou une cliente le soir. Je me sens dans des bonnes dispositions pour ça, mais pas pour autre chose, pas pour lire, écrire, rédiger. C'est complètement nul. Pour de la thérapie, c'est merveilleux. Ah, et qu'est-ce que tu fais dans l'avant-midi si tu prépares tes dossiers? L'avant-midi, moi j'appelle ça recherche et développement, donc faire des lectures, monter une nouvelle formation, une nouvelle conférence. Des fois, c'est d'améliorer des PowerPoint qui ont besoin d'être, comment dire, un petit peu, ont besoin d'être peaufinés pour que ce soit plus intéressant pour les participants. Des fois, c'est de préparer un descriptif d'une formation, d'une conférence. Fait que c'est des tâches qui me font décrocher complètement de la psychologie plus clinique, quoique ça reste quand même lié, mais je ne fais pas de consultation le matin. Et je mets le téléphone en mode avion pour 2 heures environ pour être concentré. Parce que, puis là, je donne le conseil à tout le monde, les distractions, les interruptions, ça nous fait perdre le rythme et ça nous fait perdre le rythme. Puis pour notre efficacité, notre concentration, notre productivité, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas beaucoup, 2 heures dans une journée, mais c'est un temps qui est précieux pour avancer des projets. Ah, c'est intéressant. Mais en fait, tes journées sont toujours structurées de la même façon? Grosso modo, ça va varier, ça dépend des engagements et tout. Puis je me garde un temps dans la journée pour le sport. Fait que des fois, ça va être en milieu de l'avant-midi ou plus tard, en fin d'avant-midi. Excuse-moi. Dans le courant de l'après-midi, ça dépend de l'horaire, mais je me garde 20 minutes, 30 minutes à peu près pour m'oxygéner.
Ah, ouais, c'est bon, ça, tant mieux. Mhm. Et en fait, c'est drôle, il me semble que. Ah, c'est ça, on a sauté une question. Comment j'arrive à décrocher après mes consultations? Parce qu'il me semblait que tu en parlais justement, puis je t'ai Ouais, demandé. écoute, plusieurs choses. Ben, d'avoir des projets en dehors des consultations, par exemple, animer des conférences, préparer des conférences. Donc, d'avoir quelque chose qui est complet, qui me sort de la thérapie. L'exercice physique aussi, ça, c'est quand même un outil précieux. Puis, ben, écoutez, je suis comme tout le monde, j'aime bien écouter des séries Netflix. Je ne dois sûrement pas être le seul qui aime écouter des séries. Écoutez, Je suis- oui, vas-y. comme quoi, écoute, ça prend des noms, là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent savoir. Oui, je penserais, je ne suis sûrement pas le seul. Puis, écouter de la Des- musique, jardiner, cuisiner. J'aime bien cuisiner. Euh, Ça fait, encore là, c'est un loisir. Pour moi, ce n'est pas vraiment une corvée. Puis quoi d'autre comme dernier point? J'aime beaucoup découvrir des humoristes québécois, européens. C'est fascinant comment ces gens-là arrivent à nous faire rire. Puis j'essaie de comprendre mais comment est-ce qu'ils font. Puis je trouve ça, il y a quelque chose qui m'échappe un peu, là. Puis donc, le rire. Et je trouve ça inspirant. Puis j'aime ça intégrer un peu d'humour aussi dans mes formations. Fait que j'apprends un petit peu avec eux. Ah oui, c'est intéressant, ça, c'est le fun. Et les séries Netflix, un nom, si on te demandait lesquelles tu écoutes ou lesquelles tu as appréciées, La Casa de Papel. à quoi? La Casa de Papel. Ah oui, OK. Ou en français, c'est La Maison de papier. C'est une série espagnole qui a été traduite dans plusieurs langues. Ah oui, Le, OK. le titre espagnol, c'est La Casa de Papel. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est bon. Mhm. En fait, je vais rappeler aux gens, hein, si jamais vous avez des questions sur la pratique en psychologie, des questions particulières que vous aimeriez avoir l'opinion de M. Mignot, de Stéphane, n'hésitez pas, vous pouvez l'écrire soit dans la boîte à discussion ou dans la boîte à questions. Et on va prendre le temps justement de s'arrêter pour prendre des questions. Euh, Stéphane, question importante. Oui. La santé émotionnelle. Mhm. C'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, fascinant. Je trouve euh, je trouve que dans l'enseignement, en fait, ou du moins à mon époque, à moi, je ne sais pas les jeunes aujourd'hui, le bagage qu'ils leur donnent à ce niveau-là, au secondaire, en fait, j'imagine que c'est l'endroit où on devrait faire ça. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup de connaissances émotionnelles avant d'arriver à l'âge adulte, puis on l'apprend à un moment donné, et pour la majorité des gens, je pense, parce qu'on en manque de ces Mhm. connaissances-là. Mhm. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, que tu nous définisses un peu qu'est-ce que c'est que la santé émotionnelle. Oui, ben écoute, c'est le terme. J'ai une conférence qui s'appelle Faire son bilan de santé émotionnelle. C'est ça, on pourrait appeler ça santé psychologique. Ça, mettons, c'est synonyme pas mal, là. Donc, c'est la santé psychologique, c'est notre bien-être, c'est notre sentiment de pouvoir se réaliser, d'être cohérent de vivre de façon cohérente avec ses valeurs, avec ce qui est cher pour nous. C'est d'avoir un équilibre dans ses sphères de vie. Fait que si j'avais à résumer en 3 phrases et demie, je dirais que c'est pas mal ça, là. Mon Dieu, je ne sais pas si, là, je sais pas si tu as des questions, des sous-questions. C'est-tu quelque chose qu'on devrait considérer, qu'on va se développer toute notre vie là-dedans? Ou s'il y a des Euh, gens qui sont tout simplement bons, puis c'est correct? Écoute, moi, je pense que c'est le travail d'une vie d'améliorer sa santé émotionnelle. Puis c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qu'on entretient, qu'on recherche. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. On parlait de la psychothérapie qui peut être utile, l'activité physique, une saine alimentation, la qualité du sommeil aussi. Toi, je pense que tu en parles quand même dans tes conférences aussi, de l'importance du sommeil. Euh, donc, c'est quelque chose, donc, c'est ça qu'on entretient. Puis, vivre de façon cohérente avec ses valeurs, bien, c'est quelque chose qui doit être réajusté constamment. Bien, j'ai envie de dire pas constamment, mais presque, parce que ça peut évoluer au fil des ans, selon les événements et selon les circonstances. Puis, constamment, on essaie de se recentrer. OK, c'est quoi ma priorité? Quelles sont mes priorités? Puis souvent, ces priorités-là sont liées à nos valeurs. Ah oui, oui, tu as raison. Encore, En fait, tu as mentionné, tu en parles. Je parle du sommeil, oui, puis je parle aussi de la question d'être aligné à nos valeurs. Euh, ah, et d'une conférence, entre autres, en particulier, que je donne, puis je vais la donner 2 fois cet automne.
Mais il y a une fois qui est ouverte à tous. En fait, il y a une association, on va l'annoncer, très, très bientôt parce qu'il Mhm. y a une association qui a décidé de payer pour une de mes conférences puis de l'ouvrir à toute la population. OK. Que je vais faire la conférence sur les 10 commandements de la longévité pour souligner la Journée internationale des aînés, qui est le OK. 1er octobre. La conférence n'aura pas lieu le 1er, elle aura lieu le 2. Mhm. Parce que le premier, c'est un vendredi. Il faut une conférence un vendredi. Euh, autant pour le conférencier que le reste des gens. Mais Mhm. dans celle-là, je vais parler justement de toutes les facettes. Les 10 commandements de la longévité, c'est vraiment tout ce qu'on devrait considérer pour rester Wow. en santé le plus longtemps possible, y compris la question justement d'être aligné sur nos valeurs, en donnant entre autres l'exemple des Japonais. C'est fabuleux. Mhm. C'est ça fort intéressant que les Japonais, en fait, tu m'as fait penser à deux affaires. D'un Ouais, côté, ouais, les ouais. Japonais, dans la culture japonaise, j'avais déjà entendu parler, puis bon, je n'avais pas tous les éléments à l'époque, mais que les Japonais étaient profondément convaincus que durant leur vie, euh, leur raison d'être sur la Terre allait leur être révélée, Ah, ce qu'on appelle l'ikigai. Mais en fait, OK. ça vient aussi avec une perception de ce que tu vas accomplir en lien avec tes valeurs, de tes passions, de ces quatre différents facteurs de la vie ou différentes dimensions de la vie, en fait, là, qui sont en lien avec la façon à laquelle tu vas t'accomplir. Fait que finalement, Hmm. ça va t'être dit parce que tu vas finir par trouver un équilibre dans lequel tu respectes tes valeurs dans tout ton accomplissement personnel. C'est vraiment, c'est fort intéressant psychologiquement, je trouve. Là. Mais l'autre élément que ça m'a fait penser, justement, de Ouais, dire ça, c'est que ouais, la pensée de David Bowie. David ouais. Bowie disait qu'il est décédé malheureusement, que le vieillissement est un processus extraordinaire durant lequel on devient la personne qu'on aurait toujours dû être. Hmm. Pas pire, hein? Ça me plaît. Oui, Ça et me c'est plaît. directement Ouais, la même. Dans le fond, c'est une traduction d'exactement ce que j'expliquais pour la culture japonaise. Là. C'est la ouais, même ouais, ouais. chose. Oui. C'est comme si les Japonais considéraient finalement que le jour où tu vas trouver ta raison d'être sur la Terre, c'est parce que tu vas avoir atteint l'équilibre entre tes valeurs et tes passions et ta façon de t'accomplir. C'est le même esprit finalement que ce que de la pensée de David Bowie. Intéressant. Ouais, comment tu appelais ça? Ikigai? Ikigai, oui. Ouais, je pense qu'il est sorti un ou des livres dans la dernière année sur le sujet. Là. Le terme me dit quelque chose. Oui. Bon, ben, quand on le tape dans Google, on trouve un paquet de choses. Là. Mhm. C'est ça, je vais montrer en fait l'image dans la conférence que je vais donner le 2 octobre là, pour parler justement de la culture japonaise, mais du fait aussi, c'est parce que les populations centenaires, bon, c'est drôle parce que on s'est comme parlé par discussion interposée sur les réseaux sociaux aujourd'hui à Oui, propos oui. de la personnalité des gens centenaires. Là. Oui. Bien, en fait, quand on regarde toutes les facettes là, de la longévité humaine, le fait d'avoir des objectifs de vie en font partie. Mhm. Mais c'est dans le contexte de la question d'avoir des objectifs de vie que je ramenais la culture japonaise, juste pour faire réaliser aux gens que notre objectif de vie, ça peut être tout simplement de s'accomplir nous-mêmes, puis Ben d'atteindre oui. un certain équilibre dans lequel on respecte nos valeurs. Mhm. Intéressant. Ben oui. Ben Et oui. là, tu mentionnais effectivement que ça va évoluer, bien c'est sûr. Ça, c'est un peu comme le dit David Bowie, c'est ça va évoluer pour différentes raisons parce qu'on va apprendre à mieux se connaître aussi. C'est drôle à dire, là, mais en tout cas, dans mon cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Là. Et que j'ai l'impression de toujours être de plus en plus en phase avec ce que je voudrais faire parce que je marche dans la direction finalement de ce que je Oui. Ben, ça pourrais. amène plus de satisfaction et de sentiment d'être sur la bonne track. Oui, effectivement. On a comment aider quelqu'un qui a un stress post-traumatique et qui a du mal à en parler? Oh, c'est toute une question. En effet, en effet. Euh, J'aurais envie de suggérer, ben, en tout cas, je ne sais pas si je vais répondre peut-être en partie à la question, mais euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des livres, oui, qui ont été écrits pour les victimes de stress post-traumatique. Il y a une psychologue québécoise qui en a écrit un. Le titre, c'est Se relever d'un traumatisme ou Comment se relever d'un traumatisme. Pascal Brion, là, ça, c'est destiné aux personnes qui ont vécu des traumatismes. Elle explique très bien, de façon bien vulgarisée, c'est quoi le stress post-traumatique, et puis elle fournit des conseils pratiques. Fait que ça peut être, en tout cas, ça peut être une piste, là, une première piste que d'offrir ce livre-là. Et puis, c'est sûr que
pour ma part, je crois beaucoup à l'utilité de la thérapie, hein, de la psychothérapie. Oui, il y a un pourcentage de gens qui vont vivre un traumatisme, puis dans les mois qui suivent, il y a une rémission, c'est ça, je cherchais le terme. Le trouble tombe en rémission, puis les gens ne gardent pas très peu de séquelles. Mais il y a des gens qui, passé un certain nombre de mois, malheureusement, ils conservent des symptômes post-traumatiques. Et bien, c'est que là, si on attend, on espère que le temps fasse son œuvre, bien, des fois, non, le temps ne fait pas son œuvre, puis on traîne des symptômes post-traumatiques. Consulter, ça peut valoir la peine. Et pour les gens qui sont victimes d'actes criminels, il y a l'IVAC qui peut payer une partie des consultations. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Non, tu as dit ça s'appelle IVAC, comment? au Québec, là, ça s'appelle Indemnisation des victimes d'actes criminels. OK, IVAC. IVAC. Puis, pour remplir la demande, bien, il y a des organismes qui s'appellent des CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a l'IVAC, il y a le CAVAC. Le CAVAC, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Donc, c'est un organisme qui va donner de l'aide aux victimes d'agression et puis, entre autres, les aider à remplir la demande d'indemnisation d'IVAC. Parce que quand on est quand on est en état de stress post-traumatique, la concentration n'est pas tout le temps là. Et on est bouleversé par des émotions. Fait que d'avoir ce soutien-là, c'est très précieux. Là. Parce que là, tu viens de me faire penser à quelque chose qui moi, je me suis toujours un peu questionné. Vous avez tendance à prendre certains types de clientèle. Hein. Chacun des psychologues a un certain type de pratique. Spécialité, oui. Oui, c'est ça, des spécialités. Et ça doit t'arriver de tomber sur quelqu'un que tu as l'impression que tu n'es pas capable de l'aider, en fait, ou ça ne marchera pas, ou la chimie n'est pas bonne. Ça arrive, ça, en fait, j'imagine? Oui, ça arrive à l'occasion, oui. Et puis, à ce moment-là, c'est de diriger la personne vers la bonne approche, tout simplement, vers la bonne approche, vers un autre thérapeute, j'essaie autant que possible de proposer 2-3 noms dans des approches que je pense qui pourraient peut-être aider davantage. Puis, je donne l'information aux gens. C'est à eux, après ça, de faire les démarches pour en savoir plus, contacter le ou les thérapeutes, puis voir s'ils peuvent répondre aux besoins. Il y avait une question par rapport au stress post-traumatique. Donc, un état de stress post-traumatique, ça n'arrive pas juste à la suite d'une agression. Ça peut être à la suite d'un désastre naturel, d'un incendie. On peut se retrouver avec un stress post-traumatique suite à l'attaque par un animal. On se fait mordre par un chien. Ça peut être un accident d'auto, un accident de travail. Donc, en fait, des expériences où notre vie a été menacée, ou bien on a eu peur d'être blessé, ou on a été témoin d'un acte grave, ou on a été témoin d'un accident. Donc, on n'a pas été blessé physiquement, mais on a été témoin de quelque chose. Fait qu'on peut se retrouver avec un stress post-traumatique. Intéressant. En fait, oui, c'est ça, c'est marqué. Le stress post-traumatique est toujours lié à une agression. Donc, dans le fond, la réponse est non, ça peut être d'autres facettes. Je pensais plutôt à celui de l'enfance avec un parent violent physique ou psychologique. Ben oui, ça peut laisser des séquelles qui peuvent comme séquelles, ça peut être du stress post-traumatique, ça peut être de la dépression, ça peut être de l'anxiété, ça peut prendre différentes formes. Le stress post-traumatique étant, mettons, le trouble qu'on trouve souvent, qui apparaît souvent à la suite d'une expérience traumatique, là. Mais on ne va pas systématiquement souffrir d'un stress post-traumatique non plus. Ouais, bon. Ça dépend ça dépend de plein de facteurs. C'est sûr que moi, ça me fait tout le temps penser aux militaires qui reviennent de l'étranger. Il y en a qui ont vécu des affaires épouvantables. Puis ça m'est arrivé même d'en croiser une qui m'a raconté, en fait, puis ça faisait déjà longtemps qu'elle était revenue pour de ça. Elle est technicienne de laboratoire d'une pharmacie, puis elle m'a raconté qu'elle fait encore des cauchemars, elle entend des voix. Tu sais, ça ne doit pas être évident. C'est sûr que moi, quand j'entends le mot, c'est la première chose, ça me fait penser à ça, en fait. Oui, c'est ça. Les symptômes post-traumatiques peuvent durer des années si on ne va pas chercher de l'aide. Oui. Et en fait, moi, là, il nous reste en fait 9 minutes. Donc, si vous avez des questions sur la pratique en psychologie, sur des éléments même qu'on a parlé sur
les intérêts, en fait, hein, de Stéphane Mignot, psychologue, c'est la façon dont il voit sa pratique, ce qui le passionne à l'intérieur aussi, la façon dont ça va évoluer au cours des prochaines années. En fait, probablement, je ne sais pas si là, il n'y a personne qui en a parlé, mais la pandémie. Euh, Mhm. la pandémie, Stéphane, il y a eu une grosse augmentation de l'usage des antidépresseurs. On en a beaucoup parlé dans les médias. Là, cette semaine, il parlait de Ouais. l'augmentation de l'usage des psychostimulants. Hmm. Écoute, moi, tous les psychologues que je connais, les agendas sont pleins partout. Ça a eu un impact. Oui. Au début de la pandémie, tu sais, en mars, ben, dans le courant du mois de mars 2020, ouais, c'est ça. En mars 2020, on a tous eu un ralentissement. Les gens annulaient leurs rendez-vous. Et là, c'était comme, OK, c'était tranquille. Et là, après ça, il y a une reprise. Et puis, je trouve que depuis plusieurs mois, il y a des périodes où, en 2 semaines, je peux avoir une dizaine d'appels ou de courriels de gens qui veulent consulter. Puis là, on vient qu'on ne sait plus trop où diriger les clients parce que nos agendas sont complets, nos listes d'attente sont pleines. J'ai une collègue, je ne donnerai pas de nom, mais elle a donné comment dire, elle a pris des bouchées doubles, elle a voulu aider plus de gens qui étaient de nouveaux clients et d'anciens qui rappelaient. Et puis, j'y ai parlé tout récemment, elle est fatiguée, épuisée. Donc, oui, elle a été très généreuse, elle a aidé quand même beaucoup de gens, mais là, je vois bien qu'elle paye la note, là. Elle a les Ouais, contre-coups, là. ça met une grosse pression sur les professionnels. J'en connais aussi justement des psychologues qui essaient d'en prendre plus, qui essaient d'en faire plus parce qu'ils voient justement la situation. Puis là, ben, en fait, en plus, dans tout ça, vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, puis vous les connaissez déjà. C'est un peu cruel, c'est un peu crève-cœur, en Mhm. fait, de limiter ce que vous êtes capable de prendre. En fait, hein, ça doit être difficile. Mais as-tu vu des cas différents? Ça doit aussi, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé par rapport aux cas qui se présentent reliés à la pandémie? C'est des facettes qui sont reliées au stress, justement, au stress chronique, à des problèmes d'insomnie. Oui, c'était toute la gestion de l'adaptation au télétravail avec les enfants à la maison, vouloir bien performer au travail, s'assurer que les enfants manquent de rien, s'assurer que les enfants font bon, les devoirs donnés par le professeur ou la professeure. Euh, donc, les gens se retrouvaient complètement, se sont retrouvés, puis c'est encore un peu le cas aussi, là, euh, débordés, dépassés, fatigués, anxieux aussi, parce qu'à un moment donné, quand comment je pourrais dire, quand il y a un écart entre ce qui est demandé et ce qu'on est capable de livrer, à un moment donné, il y a de l'anxiété tôt ou tard, là. Et, fait que oui, puis il y a une personne qui parlait, les enfants, ben, je pense qu'il n'y a aucune tranche d'âge qui a été épargnée. Les enfants y ont goûté, les ados, les adultes, les personnes âgées également. Mais hein, en fait, honnêtement, moi, j'ai peut-être un peu moins cette année, là, mais l'an passé, les personnes âgées, mon Dieu, je trouve que ça a été difficile. C'est Hmm. des gens ils ont tellement été coupés de la société, puis t'as même le stress qu'ils vivaient à sortir de la maison pour aller faire l'épicerie, même plus sortir pour aller faire l'épicerie. Tu sais. Hmm. Les miens, mes beaux-parents, là, ils ne sortaient plus pour aller faire l'épicerie, Hmm. ils faisaient livrer à tous les jours. Ils ne sortaient plus de la maison. Là. Hmm. Hey, ça devient le jour de la marmotte, là, puis là, de ne pas voir les petits-enfants, de ne pas pouvoir les coller, de ne pas, tu sais, aïe, aïe, aïe. Ben oui, c'est ça. Ils ont été privés de ce qui avait le plus de valeur pour eux, la famille, les relations. C'est ce qui donne beaucoup de sens à une vie. C'est ce qui, mon Dieu, nous apporte du bonheur, les relations humaines. Fait que quand on est privé de ça, on souffre. Ouais, ben nous, on a appris à ma mère à utiliser Messenger. Mhm. Ça fait qu'on fait des appels vidéo avec. Elle a sa tablette dans les mains. En fait, elle doit être sur le point. Si vous entendez sonner, là, c'est ma mère. Ah. Ça, ça l'a resté, ça a des bons côtés, là, et elle va avoir Hmm. appris à s'en servir. As-tu l'impression, parce qu'on parlait des enfants, en fait, là, moi je parlais des personnes âgées, moi c'est drôle, j'aurais l'impression que les enfants vont être moins touchés. Je ne pense pas que c'est trop d'anxiété à venir à cause de la COVID. Les enfants, en tout cas dans ma tête à moi, ils ont une grande capacité d'adaptation.
Ouais, je serais curieux de Généralement, ils voir. s'adaptent bien à ce qu'ils ont vécu, qui disparaît ou que je ne Ouais. sais pas, là. Écoute, moi, je fais de la thérapie surtout auprès d'adultes. Je ne travaille pas auprès des enfants, ce n'est pas du tout ma spécialité. Fait que je n'ai pas pu prendre le pouls nécessairement des impacts, pleinement la mesure de l'impact sur les enfants. Mais je pense qu'ils ont pu, oui, ça faisait beaucoup d'adaptation pour eux, mais aussi d'être dans ce climat de stress, de tension, de sentir peut-être les parents anxieux, stressés, impatients. Tout ça, c'est sûr que ça a pu les affecter. Dans quelle mesure, je ne pourrais pas le dire. Il faudrait poser la question à des psychologues pour enfants, à mon avis, pour avoir, en tout cas, ou des Et tu intervenants penses-tu auprès des que, enfants. Là. parce que le commentaire, c'était pour avenir, en fait, autrement dit, c'était dans le sens où, Ouais, est-ce que tu penses que ça peut laisser des traces plus tard? je peux pas vous répondre. On va le découvrir. On va le découvrir. C'est sûr que peut-être d'autres collègues pourraient dire, ouais, moi je pense que oui ou non. Ça devrait pas être si pire que ça. Là. Je sais pas trop. On va le découvrir dans les années futures quels auront été les impacts finalement pour la génération des enfants actuels. Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai tendance à être un éternel positif. Fait que j'ai tendance à penser qu'ils vont Mhm. s'adapter, que ça va bien aller. Qui vont être résilients. Ben, ouais, je le souhaite. Oui, effectivement, c'est toujours ce qu'on souhaite. Fait qu'écoutez, on est déjà, ça fait déjà 1 heure en fait hein, qu'on discute. Ça a passé très rapidement. Merci beaucoup pour ton temps. On peut peut-être en prendre une dernière. Il y a également les souvenirs du passé, ceux qui ont été pénibles, qui reviennent en rafale alors qu'on les croyait réglés ou tranquilles. Ces Oui, événements reviennent avec une intensité importante, quelquefois envahissante. oui, ça se peut. Ça se peut, oui, que des gens qui ont été confrontés à des mauvais souvenirs qui reviennent à la surface. Oui, puis je te dirais que des fois même, en tout cas, c'est une opinion personnelle, moi je ne suis pas un psychologue, là. Mhm. Mais il y a même de ces facettes-là qui vont nous avoir forgés profondément, qui, je crois, qui peuvent avoir un très bon côté. Ils Oui, peuvent oui, oui. expliquer la personne qu'on est rendu aujourd'hui. Puis l'exemple que moi je donne à l'occasion, en fait, c'est le Mhm. fait que à toutes les années à Noël, parce que je viens d'une famille qui était très pauvre, mais vraiment très pauvre, là. Et à toutes les années à Noël, je vais donner Mhm. pour la guignoler, mais beaucoup. On va généralement faire une épicerie au complet, puis on la donne au complet. Tu sais, tu vois, patente, puis en plus de donner Mhm. sur ceux qui ramassent de l'argent. Puis... Mais pendant que je vais faire l'épicerie en question, à toutes les années, je vais pleurer dans les allées je ne suis Mhm. pas capable de me retenir, en fait. Je vais pleurer dans les allées de l'épicerie, puis ça fait 15 ans que ma conjointe, elle me voit faire. Puis... Mais honnêtement, je trouve ça beau. Parce que je Ben trouve oui. qu'aujourd'hui, c'est encore ça qui va me pousser à le faire à toutes les années. Mhm. Malgré le fait que ça m'a profondément marqué, je trouve que c'est quand même important de le garder, ça. Tu comprends? Exact. Ben oui, ben oui. Ça a comme ça a développé, comment dire, de la compassion, une compréhension de ce que les gens peuvent vivre, puis ça a alimenté ton désir de contribuer. Là. Ah ouais, tu sais, c'est des petites affaires vraiment niaiseuses, des souvenirs que j'ai tu sais, j'avais jamais mangé un whippet, moi, avant Hmm. qu'on reçoive le guignolé, là. Écoute, la pauvreté, là, il y a des gens qui ne s'imaginent pas à quel point il y a des familles qui peuvent être pauvres, là. C'est pas. Ceci dit, eh bien, merci beaucoup, en fait, Stéphane. Tu sais, de Ah, toute ça façon, m'a fait c'est toujours plaisir. un grand plaisir de te parler. Moi, je peux te le dire, je me fais un cadeau moi-même quand je prends la peine de t'appeler pour avoir une discussion ensemble au téléphone. Et puis, c'est une Merci affaire beaucoup. qu'aujourd'hui, je trouve extrêmement importante dans la question de la qualité de la vie sociale, là. Puis, si on avait l'occasion de se voir plus souvent, ce serait encore plus agréable. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Merci de merci. l'invitation. Merci encore, en fait, pour ta collaboration au blog de Vitali. Tu sais, mais merci aussi pour ton amitié, là. Au fil de toutes ces années, on s'est fait confiance. Tu m'as fait confiance en très grande partie parce que je t'ai embarqué dans quelque chose, hein. Et, Ben oui. et c'est vraiment très, très apprécié. Fait que merci à tous aussi d'avoir été présents. N'hésitez pas, hein, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le site Internet de M. Mignot, stéphanemignot.com. Il y a un blog aussi, il y a beaucoup de contenu. Et il écrit aussi, bien sûr, sur le blog de Vitali à vitali.ca. Donc, c'est toujours un plaisir, bien sûr, d'avoir l'occasion de vous parler. Et Stéphane, sur ça, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée et à bientôt, j'espère. Oui, bonne soirée à tous et prenez soin de vous. C'est important. Au revoir tout le monde. Prenez soin Au de vous. revoir.